finir cette session sur l'unicompartimental externe, on va s'intéresser à une situation très spécifique qui est celle de l'arthrose post-traumatique. Alors il faut reconnaître que c'est une situation quand même qui est assez difficile à gérer parce que ça concerne des patients jeunes avec un os dont la qualité, quand on voit les scanners préopératoires, nous paraît quand même assez douteuse, et à contrario, ils attendent un résultat fonctionnel parfait du fait effectivement de ce côté jeune et puis souvent très actif avant le traumatisme initial. Et puis ça concerne des séquelles souvent du fracture du plateau tibial externe. Alors vous voyez ici typiquement un cas extrêmement difficile, un patient jeune en surpoids, et quand on voit l'IRM et le scanner préopératoire, eh bien, on est dans une situation où quelque part il va falloir voir si on prend une décision raisonnable, mais compte tenu de l'âge qui est quand même assez difficile, ou essayer de trouver jusqu'où on peut aller pour garder une fonction et être conservateur. Alors il faut rendre vraiment pour ça un gros remerciement à Philippe Néret pour avoir été quand même justement dans cette démarche de voir comment on pouvait résoudre ces problèmes. Et vous voyez ce patient, vous voyez sa photo à 10 ans de recul, je pense que définitivement c'était une bonne stratégie. Donc en s'appuyant là-dessus, on avait fait une étude il y a 10 ans avec l'équipe marseillaise de Jean-Noël Argenson et Sébastien Parat, et on avait publié dans le Clinical Orthopedics une première série commune. Mais dans cette série, certes, c'était de l'arthrose post-traumatique, mais il n'y avait pas tellement de cas comme celui que je viens de vous montrer. C'était des cas qui étaient peut-être un tout petit peu plus raisonnables. Alors bien sûr, la radio peut faire peur, mais finalement, une fois que les coupes sont réalisées, on se retrouve dans une situation qui peut être quand même proche de la normale et qui va corriger le problème du côté anatomique de façon très satisfaisante. Mais souvent, on est plutôt dans ce cas-là où eh bien, on voit que la synthèse a été faite autant que possible, avec finalement une évolution vers un effondrement du plateau externe, une déformation en valgus qui est majeure. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Cette situation, on sort des limites de l'indication classique de la prothèse unicompartimentale externe. Et puis, quand on fait le scanner, on a encore plus peur. On se dit vraiment là, je ne suis pas sûr que ça soit raisonnable, et on peut s'orienter vers une solution quand même plus agressive. Néanmoins, il y a cet artifice que Philippe Néret nous a finalement encouragé à utiliser, où on utilise une partie des coupes pour combler le défect, et puis on va utiliser une ou deux vis pour renforcer la qualité d'ancrage de l'implant. Et puis ça peut donner des radios comme ça, vous voyez, où on se dit effectivement, c'est la même radio que je vous ai montré avant, c'est la radio à 1 an de recul, c'est quand même satisfaisant, et on voit que ça permet de solutionner avec cet artifice une solution assez difficile. Alors on s'est intéressé avec Axel Schmitt et puis avec toute l'équipe, avec Elvire, sur cette série qui est quand même plus spécifique de ces patients très difficiles avec une perte de substance qui nécessite une greffe et cette technique avec les deux vis. Il y a quand même 18 patients qui ont été opérés avec un recul de plus de 10 ans, et on les a comparés avec une étude cas témoin avec 36 patients sur des indications classiques d'unicompartimental externe. Alors, une première caractéristique, c'est des patients jeunes, vous voyez, moins de 60 ans en moyenne, près de 50 ans pour l'arthrose post-traumatique. Une autre caractéristique, c'est que le délai entre la fracture et l'opération, il est très court. Ça veut dire qu'on a essayé de synthéser ces fractures, mais malheureusement, ça évolue pas favorablement. Et dans les 3-4 ans qui suivent, on a été obligé de faire une prothèse unicompartimentale externe. Donc c'est quand même une situation qui est très difficile et qui explique que les patients sont jeunes. Et malgré tout, vous voyez qu'il y a 3/4 des patients qui avaient été synthésés. Donc c'est pas un abandon initial de la fracture, c'est une synthèse qui a mal évolué. Alors vous voyez, encore un cas, on voit quand on voit les radios en stress, on se dit que ce gap il est quand même extrêmement important et va être vraiment difficile à combler. Quand on voit cette patiente marcher, vous dites faire une prothèse partielle là-dessus, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Eh bien c'est pas certain. Mais quand on voit la réductibilité, eh bien, on voit que finalement on arrive à réduire ces patients de façon complète. Donc eh bien, vous voyez, la radio post-opératoire finalement avec une technique en maîtrisant bien la hauteur de l'interligne, c'est là aussi où les outils comme la robotique peuvent être intéressants, eh bien on arrive à avoir des choses intéressantes. Alors ici un autre cas où il y a le matériel d'ostéosynthèse. C'est difficile avec le matériel d'ostéosynthèse d'être certain de la situation, donc en général on n'hésite pas à l'enlever pour pouvoir ensuite évaluer avec le bilan radiologique classique, les clichés en stress, le scanner préopératoire qui à nouveau peut paraître quand même on va dire assez péjoratif, et puis malgré tout vous voyez à 1 an une radio qui est extrêmement satisfaisante, mais chez des patients encore une fois qui sont jeunes.
Enfin, encore plus difficile, ici le matériel a déjà été enlevé, mais on peut deviner quand même en externe qu'il y a une espèce d'énorme perte de substance osseuse qui va poser définitivement un problème si on ne peut pas la gérer de façon convenable. Et dans ces cas-là, on peut faire un système encore un petit peu plus challenging avec une synthèse par plaque et une greffe en même temps. Et ça permet de solutionner ça chez des patients, encore une fois, pour lesquels faire une prothèse totale serait, à mon avis, un petit peu trop agressif si on peut faire autre chose. Alors, au niveau des résultats fonctionnels, si vous regardez ces courbes, c'est assez simple. En gros, on part de plus bas et on arrive à peu près au même niveau, que ça soit en post-traumatique ou dans une situation classique de prothèse unicompartimentale externe, où on vous a expliqué avec Étienne que ça marchait bien à long terme. Une autre option, vous voyez, où on peut mettre la vis en antéro-postérieur, ça peut parfois être aussi intéressant et assez simple, puisqu'on n'a pas besoin de décoller sur le côté. Et en termes de survie, je vous ai montré ce patient parce qu'on l'avait opéré au centre Livet, donc ça fait partie de ceux qui avaient plus de 15 ans de survie. On voit qu'ici, à 10 ans de recul, 95% de survie dans ce contexte post-traumatique. Je pense que c'est quand même, ça valide cette option. Et à 22 ans de recul, vous voyez, on est encore à plus de 60% de survie. Donc c'est quand même extrêmement intéressant dans des situations très difficiles. Donc pour conclure, c'est une chirurgie qui est difficile, c'est challenging, mais les résultats fonctionnels sont quand même extrêmement satisfaisants, en tout cas dans notre expérience. Et en termes de survie, eh bien finalement, on se rend compte qu'on est assez proche des indications classiques. Et en tout cas, je pense que chez les patients jeunes, c'est vraiment une option qu'il faut discuter et considérer. Je vous remercie.